Bonjour à tous et bienvenue pour notre premier talk de septembre, le premier également depuis la coupure estivale, qui je l'espère aura été pour chacun d'entre vous reposante et reposante. Les trois talks de ce mois que j'aurai le plaisir d'animer seront dédiés aux néoconstructeurs ou néo-OEM. En effet, depuis plusieurs années, le paysage des marques automobiles évolue très très rapidement. Les grands constructeurs historiques, qui sont parfois établis depuis des décennies, voient apparaître une myriade de nouveaux concurrents et ces nouveaux entrants, toujours plus nombreux, originaires d'Asie mais aussi d'Amérique du Nord et d'Europe, challenge leurs aînés, leurs prédécesseurs, en proposant des gammes de véhicules 100% électriques, des stratégies de distribution innovantes et la promesse d'une expérience client renouvelée, notamment grâce au digital. Alors pourquoi le nombre de ces nouveaux constructeurs explose-t-il maintenant? Quelles sont leurs différentes approches et stratégies? Quels impacts faut-il anticiper pour les acteurs historiques de la filière, tant amont que aval? Bref, quelle perspective à terme pour ces nouveaux acteurs? En septembre, les talks du Mobility Club vous aideront à mieux comprendre la dynamique autour des nouveaux constructeurs. Alors comme vous le savez, ces entretiens sont organisés dans le cadre de notre Mobility Club, la plateforme d'accélération des acteurs de la mobilité de VID, qui accompagne ses adhérents dans la stratégie d'innovation et de compréhension des tendances sur la mobilité. Et pour ce premier talk, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Aimé, associé au sein du cabinet de conseil SIA Partners et spécialiste du secteur automobile, pour un tour d'horizon du sujet de notre mois. Bonjour Arnaud et bienvenue. Bonjour Clément, bonjour à tous. Alors comme vous le savez, nous allons échanger 15 minutes ce matin avec Arnaud, peut-être un peu plus, et je vous invite à poser vos questions en utilisant les onglets situés à la droite de votre écran, pour poser vos questions encore une fois et pour vous présenter. Nous partagerons les questions ensuite à notre invité après nos habituelles 3 questions initiales. Alors Arnaud, avant de commencer notre discussion, je te propose de te présenter et de nous en dire plus en quelques mots sur ton activité au sein de SIA Partners. Effectivement, je travaille pour ce cabinet qui est un cabinet de conseil en stratégie et en organisation. On est 2700 au total et on est organisé en équipe sectorielle. Donc, je m'occupe de l'équipe mobilité, dont automobile. Et ça me fait travailler pour les constructeurs anciens ou nouveaux, pour les équipementiers aussi qui ont une bonne vision du marché, pour les fournisseurs de services de mobilité, et puis aussi pour les pouvoirs publics sur des sujets de régulation, par exemple. Très bien, très clair. Donc, très clairement, c'est un sujet que tu maîtrises bien et j'ai hâte que tu répondes à nos questions. Ça promet d'être vraiment très intéressant. Donc, je te propose d'avancer, d'aller directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un néoconstructeur finalement et pourquoi leur nombre explose-t-il actuellement? Alors, tu as déjà un peu défloré le sujet, donc c'est par définition les nouveaux constructeurs qui arrivent depuis à peu près 5 ans, principalement d'Asie et de Chine, mais pas que, et qui proposent essentiellement des véhicules 100% électriques, et qui commencent à bousculer ou en tout cas à inquiéter les constructeurs historiques. En fait, pourquoi est-ce qu'ils arrivent maintenant? Alors, il y a toujours eu des petits constructeurs en marge des majors, je dirais. En fait, ils accompagnent l'essor du véhicule électrique. Pourquoi le véhicule électrique permet plus facilement à des nouveaux entrants de venir? C'est que le véhicule électrique, ce marché-là, il a des barrières à l'entrée qui sont plus basses que le véhicule thermique. Les constructeurs historiques, ils ont un siècle d'expérience dans le moteur thermique, ils ont pu optimiser la motorisation, optimiser la consommation de carburant, minimiser la pollution, etc. Là, sur véhicules électriques, ils sont comme tout le monde, les constructeurs historiques, c'est-à-dire qu'ils sont nouveaux. Donc un nouvel entrant se retrouve au même niveau d'expérience qu'un acteur historique. Le plus ancien, gros, c'est Tesla, et qui n'a entre guillemets que 20 ans d'expérience. Il y a besoin aussi d'investissements plus limités en fait sur le véhicule électrique que le véhicule thermique, parce que la conception est plus simple. Un moteur électrique, il y a 90% de pièces en moins par rapport à un moteur thermique. Il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas de système d'échappement, il n'y a pas d'équipement de dépollution. Voilà, donc vraiment une conception plus simple, moins de charge de travail d'ingénierie. Il y a une maintenance plus limitée, parce que comme le moteur est plus simple, il est aussi plus fiable. Et comme la maintenance est plus limitée, il y a besoin d'un réseau moins dense pour l'entretien du véhicule. Voilà, donc tout ça, ça fait qu'il y a des nouveaux entrants spécifiquement sur le véhicule électrique. Et en Europe particulièrement, ils sont particulièrement stimulés par la politique de l'Union européenne. L'Union européenne est en train de faire valider l'interdiction en 2035 de la vente de véhicules thermiques ou pas complètement électriques neufs,
Donc, tous les constructeurs s'y lancent, y compris les historiques. Et pour les nouveaux entrants, c'est les investissements à faire aujourd'hui. C'est aussi une promesse de revenus élevés parce qu'on sait qu'en 2035, en Europe, il y aura un gros marché du véhicule électrique. Alors après, c'est qui ces nouveaux constructeurs? Comme je disais au début, c'est pas mal des Chinois. On a une douzaine de marques qu'on voit apparaître, qui sont apparues ces dernières années, et dont celles qui donnent lieu à des immatriculations en France aujourd'hui. C'est beaucoup des marques des grands groupes automobiles chinois, qui sont pas toujours grand public en France, mais c'est le groupe Geely qui possède déjà Volvo, par exemple, en Europe. Geely qui possède la marque Polestar. Geely qui possède Lynk & Co. Et puis aussi qui vend sous marque propre Geely. Voilà, premier grand groupe chinois. Deuxième grand groupe SAIC de Shanghai, qui commercialise les MG. Alors MG, c'est une marque historique anglaise, mais qui a été rachetée il y a une dizaine d'années par le groupe chinois, qui commercialise Airways, dont on pourra reparler, ou Maxus. Du BYD, chinois aussi, qui est un constructeur de batteries électriques à la base, qui s'est développé aussi sur les bus électriques en Europe, et puis qui maintenant veut se lancer sur la voiture électrique individuelle en Europe. Voilà, je pourrais en citer 5 ou 6 autres de consonance chinoise, disons. C'est ceux qui sont déjà là depuis au moins le début de l'année. Il y en a d'autres qui vont arriver dans les prochains mois ou prochaines années. On peut citer du Arrival, par exemple, qui fait pour l'instant surtout de l'utilitaire léger, mais qui veut faire de la voiture en développant un modèle de voiture en partenariat avec Uber. On peut citer VinFast, un Vietnamien qui doit sortir dans les prochains mois plusieurs SUV. Et puis pour terminer, il y a des Américains qui arrivent, qui espèrent aussi réitérer le miracle Tesla. Parmi ceux-là, on a Lucid Motors, qui veut commercialiser un bolide de 1000 chevaux à 100 000 euros, donc vraiment très premium. On a Rivian aussi, qui fait surtout du pick-up électrique en Amérique et qui veut pénétrer l'Europe avec des modèles de SUV, qui a une valorisation boursière de malade. En plus, c'est Fisker, Faraday Future. Voilà, donc ces gens-là américains commencent à lorgner aussi sur l'Europe, qui est un continent prometteur parce que obligation de vente des véhicules que 100% électriques à horizon 2035. Dernier point avant de te laisser la main, Clément. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de Chinois, de constructeurs chinois, c'est que sur le véhicule, les néoconstructeurs, c'est surtout du véhicule électrique, et le véhicule électrique, la valeur ajoutée, c'est principalement la batterie. C'est là qu'il y a le plus de technicité, c'est là qu'il y a le plus de valeur. C'est 30 à 40% du prix d'un véhicule. Les Chinois et aussi les Coréens étaient très en avance sur la batterie électrique, même si l'Europe rattrape maintenant. Donc c'est ça c'est ça aussi qui fait émerger un maximum de néoconstructeurs aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Tu as évoqué Airways et Arrival. Ce sont des marques dont on entendra parler lors des prochains talks, puisque la semaine prochaine, on reçoit le DG France de Airways et dans 2 semaines, une personne représentante de Arrival. Donc, on comprend que la chute des barrières à l'entrée fait que tout le monde repart un peu sur un pied d'égalité, que le marché européen est soutient tellement le développement d'électrique qu'on est vraiment sur un terrain de jeu qui est assez intéressant pour ces nouveaux entrants. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur différentes stratégies développées par tous ces néo-constructeurs pour se développer en Europe et en France ? Oui, je vais essayer d'être synthétique là-dessus. Bon, forcément, ces néoconstructeurs, ils n'ont pas tous exactement les mêmes stratégies en fonction de leur origine. Est-ce que c'est des entrepreneurs ou est-ce qu'ils sont issus de grands groupes automobiles? Est-ce qu'ils ciblent un marché de niche ou bien est-ce qu'ils ont des ambitions plus larges? Cela dit, si je voulais trouver des points communs, alors d'abord, c'est des véhicules qui sont disponibles soit à la vente, soit à la location. Et il y a je trouve, par rapport aux constructeurs historiques qui aussi commercialisent à la location en mode leasing ou location longue durée. Mais les néoconstructeurs, je dirais encore davantage sur le modèle locatif. Soit ils commercialisent ça en direct, pour la location, je parlerai de la vente après, mais déjà sur la location, soit ils la font en direct, soit ils passent par des intermédiaires, par des loueurs, donc des services de mobilité spécialisés dans la location courte ou longue durée, ou bien avec des loueurs plus classiques. Je pense il y a Airways qui a fait pas mal de bruit il y a 2 ans en nouant un partenariat avec Hertz, le loueur Hertz, pour faire venir des modèles de Airways en Corse pour électrifier la Corse. Voilà, donc on voit un modèle de coopération entre le néoconstructeur et un acteur installé historiquement, en l'occurrence un loueur.
ces néoconstructeurs, ils sont plutôt d'origine asiatique et chinoise en particulier, ou bien américains. Il n'y en a pas encore énormément d'Européens. Et quand ils cherchent à rentrer en Europe, continent prometteur, comme je le disais, vu les contraintes réglementaires, ils vont commencer par les pays où c'est le plus facile de s'implanter avant de se déployer plus largement. Là-dessus, alors je suis en Europe, mais en dehors de l'Union européenne, la Norvège est un pays particulièrement intéressant pour un néoconstructeur pour commencer à s'implanter, parce que c'est un des pays les plus en pointe sur les ventes de véhicules électriques. Donc c'est pas mal de commencer par là avant de se déployer plus largement en Europe. Sur les stratégies, alors je parlais de vente ou modèle locatif. Sur la partie vente, il y a une volonté des néoconstructeurs de vendre majoritairement, voire uniquement en e-commerce, en vente 100% en ligne. C'est quoi l'avantage? Alors, c'est que c'est moins cher, mais c'est surtout que ces néoconstructeurs, comme ils sont nouveaux, eh bien, ils disposent pas déjà d'un réseau de distribution. Donc, quand on vend 100% en ligne, on perd pas de temps à constituer un réseau de distribution. C'est ça l'intérêt pour eux, et on sait que les clients ont de plus en plus l'habitude d'acheter en e-commerce, full online. Les technologies aussi permettent que ce soit de plus en plus facile. On parle beaucoup en ce moment de métaverse. On peut imaginer du coup qu'un néoconstructeur installe une concession virtuelle dans le métaverse, fasse essayer le véhicule de manière virtuelle. Tout ça, ça peut faciliter la vente online. Cela dit, il y a des néoconstructeurs qui cherchent à avoir une distribution hybride, c'est-à-dire avoir aussi des ventes en physique en intégrant des groupes de concessionnaires. C'est le cas de Airways, par exemple, ou MG, qui sont partenaires avec quelques concessions en mode aussi showroom, en fait. Dernier point sur les stratégies. Alors là, je vais plus parler des stratégies d'offres. Comme je disais, c'est essentiellement du véhicule 100% électrique. Après, au-delà de ça, ils se positionnent surtout sur des segments premium. C'est des prix très souvent supérieurs à 40 000 euros, voire très supérieurs à 40 000 euros, qui sont portés par un marketing et un design de qualité. C'est des néoconstructeurs qui débauchent assez facilement chez les constructeurs historiques, tant pour les opérations industrielles que pour le design. Voilà, donc positionnement premium, c'est-à-dire presque toujours au-dessus de 40 000 euros, et qui sont souvent, qui prétendent en tout cas être moins chers que leurs équivalents sur les marques classiques, parce que e-commerce par exemple, ou parce que il n'y a pas de dépenses R&D qui s'éparpillent avec du véhicule thermique par exemple. Donc voilà pour les grands traits, pour moi des grands traits communs des stratégies des néoconstructeurs. Très bien, tu as évoqué la digitalisation et en tout cas le e-commerce et le fait que certains acteurs souhaitaient contourner les réseaux de distribution historiquement établis et qui est le moyen historique, encore une fois, pour les grands acteurs de se développer. C'est quelque chose qui va beaucoup intéresser les gens de l'aftermarket. Ça m'emmène vers ma dernière question, avant de prendre les questions qu'il y a dans le chat. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour les acteurs historiques, tant de l'amont que de l'aval, que de l'aftermarket lié à l'arrivée de tous ces nouveaux entrants? Qu'est-ce que ça va changer pour eux? Quelles sont les menaces auxquelles ils doivent se préparer? Des menaces, mais aussi des opportunités, y compris pour l'aftermarket. Je vais en parler. Là où ceux qui voient d'abord une menace, c'est bien sûr les constructeurs historiques. Cela dit, et qui sont sur des véhicules historiquement thermiques. Cela dit, la menace elle est encore un peu lointaine parce que les néoconstructeurs, ils sont sur des volumes très confidentiels aujourd'hui. Pour l'instant, ils cherchent une clientèle de niche. Je parlais aussi du supérieur à 40 000 euros. C'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Et les néoconstructeurs, vu qu'ils ont un appareil productif encore limité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de grosses usines, et c'est beaucoup de l'importation de la Chine vers l'Europe de véhicules complets, ça fait un volume limité. Donc la menace pour les constructeurs historiques est encore lointaine. Si on élargissait les néoconstructeurs à Tesla, qui est maintenant installé, mais qui est le modèle quand même pour les néoconstructeurs, et ça devient aussi l'aiguillon à suivre pour les autres constructeurs historiques thermiques. Ces gens-là sont obligés de réagir. Ils sécurisent des partenariats pour s'approvisionner en batterie, avec des partenariats assez exclusifs avec des spécialistes de la batterie,
chinois ou, ça commence à être le cas, européen. Ça pousse les acteurs historiques à choisir entre du tout électrique et du multi-énergie. En Europe, on est poussé par du tout électrique avec la réglementation 2035, sauf que les constructeurs, ils s'intéressent pas non plus que à l'Europe, donc ils doivent aussi produire en multi-énergie pour des marchés étrangers. Ils isolent leur business électrique, c'est ce que fait Renault en ce moment, pour avoir une activité électrique assez affriolante et attirer des investissements. Voilà, donc les premiers concernés, c'est quand même les constructeurs historiques. Après, pour parler des autres acteurs, je commençais à parler tout à l'heure des concessionnaires. Ils peuvent se sentir menacés par ces constructeurs, ces néo-constructeurs qui privilégient des ventes 100% online. Cela dit, les néo-constructeurs, comme je disais, certains consentent aussi à une distribution hybride, c'est-à-dire à avoir des partenaires avec les concessionnaires, Airways avec le distributeur Car East en France, par exemple. Sur l'aftermarket plus particulièrement, il y a forcément de la menace dès lors que ces néo-constructeurs prennent une part de marché importante. On en est très loin pour l'instant, parce que c'est du véhicule électrique. Alors, les constructeurs historiques aussi s'orientent vers le véhicule électrique, et on sait bien effectivement qu'un véhicule électrique nécessite moins d'entretien et de maintenance, donc ça a un impact sur les volumes, ça a un impact sur les compétences pour la maintenance, davantage de compétences d'électronique, électronique de puissance. Mais je pense que, comme je disais au début, c'est aussi des opportunités. Un néo-constructeur, il n'a pas de réseau de distribution physique, puisqu'il débarque en Europe. Il n'a pas non plus de réseau d'aftermarket. Donc, le néo-constructeur, il a besoin de partenaires locaux pour pouvoir s'implanter en Europe. Il y a peut-être moins d'entretien et de maintenance, mais il y en a quand même. Et puis, au-delà de ce fait objectif, il y a aussi la subjectivité, c'est-à-dire que les clients, ils sont quand même plus rassurés s'ils savent qu'en achetant tel ou tel modèle de néo-constructeur, derrière, il y a quand même un réseau, certes pas la même densité, mais d'aftermarket. Pour revenir sur Airways, il s'est associé à l'un des réseaux français d'aftermarket, de maintenance, pour rassurer les clients. Les néo-constructeurs sur aftermarket, donc ils ont besoin d'un réseau de partenaires pour l'entretien et la maintenance, ils ont besoin de partenaires pour des solutions de recharge, on parle de véhicules électriques, et puis ils ont besoin de partenaires aussi pour le financement de véhicules si on veut pousser sur le modèle soit locatif, soit d'achat à crédit. Donc, je pense que l'aftermarket doit être très attentif à ces constructeurs-là qui émergent, parce que ces constructeurs-là, ils connaissent pas l'Europe, ils ont aucun réseau en Europe et ils ont besoin de partenaires locaux. Donc, ça peut être des opportunités aussi. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions, certaines très techniques. Je vais en prendre. Voilà. Je crains de ne pas être à la hauteur. Certaines que je ne comprends pas parce que c'est vraiment très technique. Je vais en prendre une. Et c'est intéressant parce qu'on a échangé là-dessus en préparant notre discussion aujourd'hui. Quel est votre avis, quel est ton avis entre la stratégie asiatique de proposer des petits véhicules, parfois avec des batteries swappables, utilisables sur plusieurs véhicules, par rapport à la stratégie occidentale d'avoir des gros véhicules avec des grosses batteries connectées au réseau? On se rend compte qu'il y a peut-être deux marchés qui se constituent à l'échelle mondiale, les véhicules à l'occidental, entre guillemets, et puis les petits véhicules chinois. On a vu que 2/3 du marché en Chine, c'était des petits véhicules un peu style AMI, quoi, finalement. Oui. Comme l'AMI de Citroën. Alors, pour l'instant, je ne serais pas capable de dire quel modèle va gagner. Et puis d'ailleurs, est-ce que les deux modèles peuvent pas cohabiter? Aujourd'hui, on a très peu de retours d'expérience sur ces deux modèles. Dans les deux cas, on a un problème de maturité des réseaux, soit des réseaux de recharge, soit des réseaux pour swapper. D'ailleurs, nous, on avait fait une étude à la demande du gouvernement l'année dernière sur comment on accélère le développement du marché du véhicule électrique et en particulier le développement d'un réseau de bornes de recharge ou de points pour swapper la batterie. La conclusion de cette étude, dans les deux cas, c'était qu'il faut que les pouvoirs publics amorcent la pompe. Aujourd'hui, il y a un cercle vicieux, peu de véhicules électriques, donc peu de bornes de recharge, donc peu de véhicules électriques. Il faut passer à un cercle, je parle des bornes de recharge ou du swap. Demain, il faut passer à un cercle vertueux. Les acteurs privés, que ce soit sur la borne de recharge ou pour les points de swap, disons, ils ont besoin d'être couverts les premiers mois, les premières années. C'est-à-dire qu'ils investissent dans un réseau de distribution, disons, un réseau de points de service. Mais comme les véhicules électriques sont pas encore là, moi, je pense que les pouvoirs publics doivent garantir un minimum de revenus, je sais pas, la première année, les 2 premières années,
Du coup, ça permet d'avoir un réseau plus dense et aussi plus fiable. On parle beaucoup de la disponibilité des bornes de recharge ou des points de swap. Il faut aussi que ce soit fiable. Ça fait venir le marché, ça augmente la demande de véhicules électriques et ça finit par auto-alimenter financièrement les points de service, bornes de recharge ou swap. Après, moi, je pense que les deux modèles, ils ont vocation à coexister. On a besoin de bornes de recharge, je pense, plutôt pour des véhicules, enfin plutôt pour des berlines ou des SUV qui ont besoin de grosses capacités d'énergie. Et puis pour des modèles purement urbains, là, le swap de batterie peut être tout à fait pertinent. Moi, je pense que les deux modèles vont cohabiter. Un plutôt pour le citadin et l'autre pour la grande route, notamment sur autoroute. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a explosé le temps qui nous était imparti, mais malheureusement, notre échange doit toucher à sa fin, malgré les nombreuses questions vraiment passionnantes qui sont posées par nos participants. Je fais la prévente aussi, c'est nécessaire. Au plaisir d'échanger avec chacun. Mais voilà, tu me permets d'anticiper sur mon prochain point, qui est tout d'abord de te remercier, et puis ensuite proposer aux participants qui souhaitent peut-être continuer l'échange de te contacter s'ils le souhaitent via ton adresse email qui devrait être partagée dans quelques instants. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 21 septembre, même lieu virtuel, même heure. Et nous recevrons justement Benoît Allard, qui est le CEO France de Airways, qui nous présentera la stratégie de développement de la marque en France, accompagné de Alexandre Nives, qui est le CEO de GoMécano, une start-up d'entretien à domicile, avec qui Airways a mis en place un partenariat stratégique d'un nouveau genre. Donc, je pense que ce talk nous permettra d'approfondir certains éléments que tu as commencé à esquisser, à dessiner, Arnaud. Donc, merci encore pour cette discussion aujourd'hui passionnante. Et je vous dis à tous qui nous regardez, merci à vous aussi d'être venus aujourd'hui. Et puis, à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.